Les événements des 10 dernières années, notamment depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine en février 2022, ont radicalement transformé le paysage politique international. L'inadéquation de l'ordre mondial libéral occidental est devenue évidente, tandis que l'importance internationale de l'Eurasie et du Sud s'est considérablement accrue. Ces changements ont eu un impact sur tous les systèmes, les sous-systèmes régionaux, y compris celui de l'Arctique. Dans un premier temps, la crise ukrainienne qui a éclaté en 2014 a peu affecté l'Arctique. En effet, toutes ces institutions de coopération internationale sont restées intactes et l'activité occidentale et russe au sein du Conseil de l'Arctique s'est même intensifiée immédiatement après le début de la crise. Bien que la réaction occidentale à l'opération militaire spéciale russe ait frappé le système arctique beaucoup plus durement, la coopération s'est poursuivie dans des domaines clés comme la gestion conjointe des ressources biologiques, les opérations de garde-côte et la recherche et le sauvetage en mer. La coopération russo-occidentale a été la moins endommagée dans l'Arctique. La croissance politique et économique de l'Eurasie et du Sud n'a pas non plus conduit à leur accroissement du rôle dans les affaires arctiques, qui se limite à un statut d'observateur au Conseil de l'Arctique, à des programmes de recherche conjoints avec les pays de cette région et à des investissements dans des projets pétroliers et gaziers. Jusqu'en 2022, même le discours public russe considérait tous les pays non arctiques comme des partenaires subalternes dans cette région du nord de la planète. Cependant, ils sont vivement intéressés par un rôle accru de cette région, principalement en raison de ses ressources et de son potentiel logistique. Alors, en 2019, répondant à une question sur l'intérêt croissant des pays extra-régionaux pour le développement de l'Arctique, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait déclaré, je cite, de nombreux pays manifestent effectivement de l'intérêt pour cette région. Les membres du Conseil de l'Arctique ne sont pas allergiques à la coopération d'États non arctiques pour la mise en œuvre de plusieurs projets dans le Nord sous des latitudes élevées. Mais il n'est pas prévu d'augmenter le nombre de membres du Conseil de l'Arctique. Personne n'a avancé de telles idées. Toute personne intéressée peut obtenir le statut d'observateur et il a déjà été, c'est-à-dire le statut d'observateur, accordé à 13 pays. Nous ne voyons aucune raison de refuser ce statut aux pays réellement prêts à participer de manière pragmatique au travail du Conseil, sans politisation et dans le plein respect des décisions fondamentales prises par les 5 de l'Arctique. Le système arctique faisait partie intégrante de l'ordre mondial libéral. Le Conseil de l'Arctique et le Conseil euro-arctique de Barents, institutions régionales clés, ont été créées et développées avec la plus grande efficacité durant la période ayant suivi l'effondrement de l'Union soviétique dominée par l'hyperpuissance américaine. La déclaration de Kirkenes de 1993, fondatrice du Conseil euro-arctique de Barents, l'a déclaré comme une continuation de l'intégration européenne en cours et un élément de la nouvelle architecture de coopération internationale de l'après-guerre froide, et a salué les réformes politiques internes de la Russie. La coopération arctique est largement perçue comme étant à l'abri de la géopolitique mondiale, ce qui donne naissance au concept d'exceptionnalisme arctique qui repose sur l'implication des communautés autochtones et scientifiques dans la gouvernance de l'Arctique et sur le réseau d'institutions entrelacées dans une interdépendance complexe. Alors, bien que l'exceptionnalisme arctique ait été soutenu en 2014, malheureusement, il a finalement échoué en 2022. La raison de l'échec de ce concept réside dans le mépris de ses défenseurs pour un facteur important déterminant l'évolution des relations internationales, à savoir la différence entre les puissances dites révisionnistes, c'est-à-dire par l'Occident, comme la Russie, la Chine et l'Iran, et les puissances du statu quo occidental. Alors, pourquoi l'Occident a-t-il tenté de punir la Russie pour son comportement révisionniste en l'isolant
et en l'expulsant du système de coopération arctique, alors que le dialogue avec la Russie est l'objectif principal du Conseil de l'Arctique et du Conseil euro-arctique de la mer de Barents. Pourquoi ont-ils cherché à remplacer la Russie par des pays non arctiques de l'Est et du Ouest et du Sud qui n'ont aucune raison de rejoindre les institutions de coopération de cette région si la Russie en est exclue? Qu'est-ce qui pourrait changer avec l'administration Trump qui envisage désormais sérieusement de s'emparer du Groenland? Alors, pour discuter de toutes ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, diplômé de Sciences Po Paris et conseiller en stratégie. Bertrand Scholler, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Oui, bonjour Kamal, hein, et merci de m'inviter. Effectivement, c'est un sujet au cœur de l'actualité, hein, ce sujet de l'Arctique, hein, puisqu'il est véritablement vital, hein, pour le développement des relations entre la Russie et la Chine, hein, comme je pense qu'on va le voir au fur et à mesure Et il est des d'ailleurs l'un entretiens. des sujets importants des discussions actuelles entre les Américains et les Russes pour le rétablissement des relations diplomatiques. Et je voudrais aussi on aborde ça. Alors, pour juste compléter le tableau avant de vous poser la question, la première question, le géopolitologue russe Timofey Bordachev, qui est le superviseur académique du Centre d'études européennes et internationales approfondies de l'Université nationale de recherche à Moscou, soutient que le principal motif des politiques des puissances révisionnistes, c'est-à-dire la Chine, en particulier la Chine et la Russie, est le désir d'adapter les règles incarnant la légitimité de l'ordre mondial à leurs intérêts changeants. Alors, et pour lui, la confrontation entre les puissances révisionnistes qui inclut la quasi-totalité des pays des BRICS en réalité et les puissances occidentales s'efforçant de maintenir le statu quo globaliste, c'est-à-dire donc l'Occident, est selon lui propice au conflit. Alors, l'Arctique, à votre avis, Bertrand Scholler, va-t-il devenir le nouveau théâtre de confrontation Est-Ouest ou au contraire servira-t-il de terrain de coopération mutuellement bénéfique? Et dans ce cadre-là, comment vous voyez les négociations actuelles entre la Russie et les États-Unis et qui incluent justement ce sujet fondamental? Alors, déjà, idéalement, il faudrait que les personnes qui nous écoutent, hein, prennent un globe ou regardent un globe si elles ont la possibilité ou un planisphère, mais c'est plus compliqué de se rendre compte, hein, pour voir, hein, en fait comment le monde, comment les pays dont on a parlé, hein, Canada, États-Unis, les pays du groupe de l'Arctique, hein, Norvège, Finlande, Mhm, Suède, la Russie, évidemment, en fait, s'organise dans l'espace autour de l'Arctique. Donc l'Arctique, pour être très clair, c'est un peu ce qu'on appelle le pôle Nord, en fait. C'est toute la partie autour du pôle Nord. Donc mhm, c'est effectivement, il y a quelques autochtones, entre guillemets, qui vivent dans ces régions, mais c'est essentiellement, en réalité, ceux qui vivent au Groenland. Et après, en fait, ceux qui vivent dans la zone dite arctique sont surtout au Canada et en Russie, un peu au nord de la Norvège, du côté de, en fait, l'extrême Laponie, entre guillemets. Mais c'est essentiellement les Russes, les Canadiens et le Danemark pour l'instant, donc avec le Groenland, qui sont concernés par cette route. Les Russes, en réalité, pour l'essentiel de leurs besoins par rapport à l'Arctique, n'ont besoin de discuter avec personne. Parce qu'en réalité, ils produisent du gaz en Sibérie, donc d'ailleurs en grande partie dans la zone arctique. mhm. Et s'ils veulent l'envoyer par... 80%, c'est 80% du gaz russe. Oui, oui, c'est ça. Et des réserves aussi, des réserves actuelles et des réserves à exploiter plus tard, puisqu'en fait, tout le monde dit que les réserves vraisemblables de gaz dans cette zone, qu'elles soient sous-marines ou même à explorer Yakoutie, Sibérie, etc., sont considérables. Mais en tout cas, les routes commerciales, elles sont entièrement sous contrôle russe, en fait, pour toute la zone vers la Chine. Parce que si on prend à partir
de Mourmansk jusqu'à la Chine, en fait, il n'y a pas d'autre puissance sur le chemin qui puisse barrer la route aux Russes. Et ils ont la plus grande flotte au monde de brise-glaces, et même des brise-glaces nucléaires qui sont véritablement capables de percer des épaisseurs de glace de 2 mètres. C'est-à-dire que la route s'ouvre D'accord. plus tôt dans l'année et maintenant, en fait, elle peut même rester ouverte toute l'année en fonctionnement. C'est important parce que il y a quelques mois, en mer Méditerranée, il y a un navire russe qui a été détruit et ce navire, c'était un navire dans lequel il y avait des équipements justement pour pouvoir renforcer cette force de brise-glace. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'étaient interrogées sur le ciblage spécifique de ce bateau qui a été détruit en pleine mer Méditerranée. Alors, si on regarde la Russie par rapport aux mers, on voit que il y a l'axe Groenland, Islande, Angleterre, qui d'une certaine manière pourrait fermer l'accès à la Russie vers l'Atlantique. On a les détroits turcs, puis le canal de Suez, qui empêche d'arriver vers la Méditerranée ou d'aller vers l'océan Indien. Et pour accéder à l'océan Pacifique, en fait, il faut contourner entièrement par l'Asie, en fait. Mhm. Et donc, les Russes n'ont, en réalité, quand ils ne collaborent plus avec les autres, ils se heurtent à des murs, en fait. Et c'est exactement cette stratégie d'encerclement. D'où la nécessité pour la Russie d'être complètement autonome dans ses choix par rapport à sa zone arctique avec la Chine, mais en même temps, la Russie sait que si la Chine aujourd'hui est un allié formidable, parce qu'à sa tête, il y a Xi Jinping, et qu'il a véritablement envie de travailler de façon constructive avec la Russie, ça n'a pas été le cas à l'époque d'Hu Jintao, comme on l'avait vu, et ça pourrait ne plus être le cas avec un autre chef d'État chinois. Donc la Russie est obligée d'être prudente et de ne pas aller trop loin, entre guillemets, à laisser la Chine rentrer dans cette région-là, donc dans la région arctique. D'autant que, comme il y a des régions en Russie qui ont des visées autonomistes, euh, et qui pourrait intéresser à terme la Chine, on voit que c'est un imbroglio pas possible en fait. C'est-à-dire ce qui pourrait être la meilleure solution à intenter, que ce soit pour Trump, pour Poutine, pour Xi, pour Ben Salman, pour tous ces gens-là, peut s'avérer être une catastrophe avec des changements de direction politique à l'intérieur des pays quelques mois plus tard. On l'a bien vu, hein. Mhm. Il y avait eu un accord pour le nucléaire iranien, et puis dans la foulée, en fait, l'accord est remis en cause par Trump, hein. Et puis là, il va y avoir un nouveau nouvel accord, et qui dit qu'il ne sera pas déchiré un peu plus tard, etc. Donc, hein, l'Arctique, ce qui était très important, et ce que vous avez souligné en introduction, c'était que c'était très stable. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas véritablement de concurrence. Les États-Unis, avec le Canada, avec leur zone d'influence, Alaska, euh, Canada. La Russie avait sa zone d'influence et puis il y avait le Groenland dont personne s'intéressait trop, même si c'était quelque chose de lancinant avec Donald Trump. C'est pas la première fois qu'il évoque son intérêt pour le Groenland. D'une part parce que le Groenland est très riche, mais comme vous l'avez souligné, euh, c'est beaucoup moins économique que politique et géopolitique. Parce que tous les experts disent que l'exploitation, enfin l'exploration puis l'exploitation, par exemple, de terres rares au Groenland, d'une part, serait extraordinairement coûteuse, puisqu'on y viendra aux terres rares. Pour l'instant, on a parlé de gaz, mais Oui. les Américains ont besoin d'énormément de terres rares, et ce serait pratiquement économiquement pas du tout rentable, parce qu'il faut imaginer les conditions climatiques dans ces régions-là. Creuser la terre, traiter la terre quand elle est à -10, -20, voire -30 ou -40 pendant certaines périodes de l'année, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui va demander de mettre en place des mécanismes très importants. Et donc, on a plus l'impression qu'en fait, Trump
veut donner l'impression qu'il a en tête le problème des terres rares, mais c'est plus dans sa partie poker de bluff entre son État profond, pour simplifier, et les Chinois, et au milieu les Russes, et peut-être des tentatives de diviser pour régner en faisant croire aux Chinois que les Russes vont leur donner des terres rares en Ukraine ou des terres rares en Russie, et donc un peu court-circuiter le pouvoir que la Chine a acquis depuis 30 ans avec une position totalement dominante dans les terres rares. Donc en fait, l'Arctique, hein, c'est vraiment la zone de toutes les confrontations aujourd'hui sur ces questions-là. D'accord. Alors, en 2014, Bertrand Scholler, les pays occidentaux ont réduit leur coopération en matière de sécurité avec la Russie et ont cessé de l'inviter à la table ronde des forces de sécurité de l'Arctique et au forum nord de l'état-major général. Et après, entre 2014 et 2022, la Russie a appelé à plusieurs reprises à la reprise du dialogue entre les armées des pays arctiques, les 5 pays que vous avez cités, et sa stratégie officielle s'est concentrée sur le développement de ses propres régions dans ce coin du monde. Et à l'époque, la coopération était principalement minée par les sanctions anti-russes. Et puis, d'autre part, d'autres formes de coopération se sont intensifiées comme pour compenser ces dommages. Le Conseil économique de l'Arctique proposé par le Canada et créé à l'automne 2014 a été rejoint par des entreprises privées russes, par exemple. La Russie est également devenue membre à part entière du Forum de garde-côte de l'Arctique, initié par les États-Unis et créé en 2015. Et la même année, les États côtiers de l'Arctique ont signé la déclaration d'Oslo sur l'interdiction de la pêche non réglementée dans l'océan Arctique central. Alors, maintenant, en 2022, l'Occident a de nouveau mené le démantèlement de la coopération. Et les 3 et 4 mars 2022, les pays occidentaux ont suspendu leur interaction avec la Russie ou leur coopération avec la Russie au sein du Conseil de l'Arctique et du Conseil euro-arctique du Barent. Et on a la Russie a tenté d'assurer donc sa présidence de ce Conseil et ne s'est officiellement retirée que lorsque la Finlande a refusé de transférer la présidence à Moscou. Alors, on pourrait s'attendre, ma question, on pourrait s'attendre à ce que la Russie, puissance donc qui est considérée révisionniste, s'emploie à modifier l'ordre arctique et que l'Occident le défende. Or, c'est l'inverse. C'est l'Occident qui a le plus activement œuvré à l'abolition de la coopération. Et à votre avis, pourquoi? Alors que cette région-là peut de très loin être une région de coopération et de stabilisation des relations diplomatiques et politiques et économiques, comme d'ailleurs l'espace, si on peut donner un exemple. Alors, il y a plusieurs facteurs en fait qui jouent là-dessus. Le, le, un facteur qui est souvent un peu oublié, mais qui reste essentiel, c'est quand on est un grand pays comme la Russie, qui a l'habitude d'être très impliqué dans les questions diplomatiques, dans les questions de relations internationales, dans l'étude de dossiers de façon sérieuse, suivie, etc., etc. Le fait d'être exclu petit à petit de toutes les instances internationales, et ça fait qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes russes extrêmement compétentes qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées quasiment sans raison d'être. C'est-à-dire que jusque-là, ils travaillaient pour construire des choses dans le cadre de ce qu'on appelle vulgairement la communauté internationale, avoir un rôle. Et du jour au lendemain, en fait, ils étaient face à un mur. Et quand on est un pays comme la Russie, qui a eu des sanctions très lourdes sur le plan économique, des sanctions très lourdes sur le plan financier, des sanctions très lourdes sur le plan diplomatique, ça veut dire qu'il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui étaient l'intelligentsia russe et qui se sont retrouvées le bec dans l'eau et qui, pour certains, ont pu exprimer une frustration contre leur pays, en fait.
Et l'idée, c'était de déstabiliser aussi par rapport à ces gens-là, de faire en sorte que ces gens quittent la Russie ou fassent du bruit, etc. Donc ça n'a pas fonctionné, mais c'était un aspect de la guerre psychologique, en fait. C'était véritablement de déstabiliser l'ensemble des organismes russes avec les élites russes qui travaillaient de façon constructive avec les Occidentaux. La deuxième chose, c'est que vous avez évoqué plein de sujets. Les gardes-côtes, la pêche sauvage, la préservation des ressources, le fait de pas laisser tout type de comportement complètement non constructif hein, se développer dans cette région. Et donc, c'est là que la coopération est essentielle. Le fait de plus vouloir cette coopération et de présenter à sens unique la Russie comme étant toujours mise au banc, là, c'était un travail qui était fait vis-à-vis du reste de la communauté internationale pour dire au monde, vous voyez, quel que soit le sujet, on ne peut pas travailler avec les Russes. Sous-entendu, ils mentent, ils trichent, ils perdent pas leur communication. Donc là, le message, et moi, par exemple, je m'en rends compte régulièrement quand j'essaie de présenter la Russie sous un visage vrai, factuel, les gens reviennent toujours sur ces questions en disant, mais non, mais tu dis n'importe quoi. Il n'y a pas un seul sujet sur laquelle les Russes ne sont pas, entre guillemets, des dictateurs, des tueurs de journalistes, des menteurs, des voleurs, etc. Et donc, hein, tout ça, c'est comme le petit poussé, en fait. C'est-à-dire que les gens qui veulent isoler et dépecer à terme la Russie, ils ne laissent aucun espace vide pour nuire à cette image de la Russie. Et évidemment, quand il restait ces lieux de coopération qui étaient l'Arctique, puisque vous avez souligné que même après 2014, quand il y avait eu déjà une première vague de grosses sanctions, la Absolument. coopération avait continué, eh bien, en 2022, ils n'ont rien laissé. Et si vous vous rappelez, en 2014, en fait, quand Macron était arrivé au pouvoir en 2017, 2017. très vite, hein, il avait voulu sanctionner les médias russes, mais en fait, il avait réussi qu'à partir de 2022. C'est-à-dire que euh, il y a besoin de choc pour justifier ces choses-là. Chocs qui évidemment sont créés et provoqués par les Occidentaux, hein. Il y a quelques jours, Luc Ferry, qui est un ancien ministre de l'Éducation en France, disait sur LCI, pour pas les citer, qu'en réalité, bah, la situation en Ukraine, elle était uniquement de la responsabilité de l'Occident. C'est-à-dire, petit à petit, en fait, il y a des voix qui osent dire ça, mais c'est très, très compliqué, en fait. Et parce que l'Occident et également, d'une certaine manière, le régime de Netanyahou, avec tout ce qui se passe à Gaza, ont besoin de cet épouvantail russe. Et donc, à chaque fois qu'on parle de ces sujets, on détourne le regard de la crise au Proche-Orient, de la réalité économique aux États-Unis, avec des pauvres de plus en plus nombreux, l'illettrisme, la malnutrition, mais pas au sens où les gens n'ont pas assez à manger, mais en fait au sens où ils mangent de la merde, Ouais. les conséquences des effets secondaires des vaccins, etc. Donc il faut toujours un sujet qui dit, regardez, la Russie, c'est pas bien. Et, D'accord. euh, et donc, mais c'est vraiment important. Toi, tu passes beaucoup de temps en Russie, j'y dis tu, hein. Et tu sais qu'au moment en 2022, quand les Occidentaux ont retiré leurs investissements, ils ont essayé de piquer le maximum de cerveaux en Russie. C'est-à-dire que quand les grandes usines partaient, en fait, non seulement elles partaient, éventuellement elles laissaient leurs machines parce qu'elles ne pouvaient pas les prendre, mais elles essayaient de prendre avec elles tous les meilleurs ingénieurs, tous les meilleurs euh, collaborateurs pour essayer de vider la Russie de ses têtes. Et quand on fait ça dans un pays à l'échelle à laquelle ça a été fait contre la Russie, c'est très très difficile à gérer. Et j'imagine ces dizaines ou ces centaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans rien, à part D'accord. se dire merde, mon pays est responsable de ça, tout fonctionnait bien
et leurs enfants. Mais j'insiste là-dessus parce que je l'ai vu. Tu sais, moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps en Russie et cette déstabilisation à chaque fois qu'il y a des sanctions, elle est beaucoup plus importante qu'on l'imagine. Mhm. Alors, une dernière question pour cette première partie. Les pays de l'Eurasie et les pays du Sud, de plus en plus insatisfaits de l'ordre mondial libéral occidental, qui ne leur permet pas, hein, disons les choses comme elles sont, de réaliser leurs objectifs de développement, deviennent eux-mêmes de plus en plus révisionnistes et s'alignent donc sur les positions de la Russie. Et alors, le rôle clé dans cette évolution est joué par les BRICS, de plus en plus perçu comme une alternative à l'ordre mondial libéral. Et alors, la dynamique mondiale rapproche les principaux membres des BRICS, comme la Russie, l'Inde et la Chine, et on fait des partenaires naturels dans l'Arctique. Et ces pays cherchent à renforcer leur position dans la région et partagent une vision commune des processus mondiaux. Et par exemple, des entreprises russes et chinoises ont commencé à exploiter conjointement des minéraux dans l'Arctique russe depuis 2013 et des universités et centres de recherche russes coopèrent avec des scientifiques, des experts de Chine et d'autres pays non arctiques aussi. Alors, les événements de ces dernières années et les projets actuels des pays concernant l'Arctique confirment-ils cette hypothèse? Oui, ça confirme complètement cette hypothèse, c'est que ça va être une zone de conquête et d'exploration très importante au cours des prochaines années. Et peut-être c'est plus essentiel pour les États-Unis que pour aucun autre pays. Et ils sont ceux qui sont le plus dépendants en ressources minières. Les États-Unis ont énormément de tout ce qui est gaz de schiste, etc. Mais sur tout ce qui est minéraux rares, même l'uranium, ils sont largement dépendants du Canada Mhm, et totalement dépendants de la Chine. Et la Chine, qui a un énorme savoir-faire dans ce domaine, de la même manière, par exemple, que la Russie a un très grand savoir-faire sur tout ce qui est gazoduc, bah, ils ne comptent pas perdre leurs avantages. Donc les Chinois collaborent le plus possible avec les Russes dans ces régions pour explorer. Et d'ailleurs également avec les Canadiens, puisque c'est là où on voit ces jeux d'alliance. Aujourd'hui, quand Trump dit eh ben, je vais, euh, entre guillemets, coloniser le Canada, bah, le Canada devient un énorme fournisseur de pétrole aux Chinois pour compenser le pétrole que les Chinois n'achètent plus aux Américains. Euh, En fait, chaque chose est un jeu de dupes avec une recomposition complète des marchés. Aujourd'hui, c'est Gazprom fait des gazoducs qui vont du Nigeria vers l'Algérie en traversant tout le Sahel. Donc mhm. on voit bien qu'il y a une redistribution complète des cartes et il y a un vrai problème, c'est que Trump a un logiciel qui a 50 ans de retard par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et il est très très mal conseillé. D'accord. Donc, c'est un peu le piège idéologique des États-Unis à l'image de Et, Rambo, hein, exactement, qui se projette un peu partout et à lui seul capable de casser la gueule à tout le monde et de exactement, protéger ses intérêts. exactement. En fait, euh, Trump est sans doute le seul qui est capable effectivement de terrasser l'État profond, mais aujourd'hui, euh, il ne fait que danser et prendre par la main, pour reprendre les mots de Poutine, il danse et il caresse les mains des vampires en fait, sans se rendre compte que ce sont les vampires. C'est-à-dire que ce sont les personnes avec lesquelles il a tellement évolué toute sa vie qui ne réalisent pas qu'en fait, ils sont proches de lui, ils sont pratiquement ses pires ennemis. Maintenant, nous allons nous intéresser un peu aux questions géopolitiques, mais globales, c'est-à-dire pas uniquement ce qui concerne les pays arctiques eux-mêmes. Alors, les pays des BRICS prévoient d'ouvrir un centre scientifique commun au Svalbard.
La Russie et la Chine renforcent leur coopération en matière de gestion maritime. La Russie et l'Inde renforcent leur coopération sur la route maritime du Nord. Le concept de politique étrangère de Russie pour 2023 prévoit aussi une coopération dans l'Arctique avec des pays extra-régionaux amis. Seulement, et c'est sur là que j'aimerais avoir votre avis, la Chine et l'Inde ne sont pas motivées par une idéologie anti-occidentale et restent ouvertes donc à la coopération avec l'Occident lorsque cela sert leurs intérêts nationaux. Je rajouterais aussi, même la Russie est intéressée par ça, mais malheureusement, le comportement occidental ne le permet pas. Et alors, la Chine et l'Inde restent toutes deux présentes lors des principales conférences d'experts occidentaux sur l'Arctique, telles que les forums du Cercle polaire arctique en 2023. L'Inde et les États-Unis ont organisé des exercices militaires conjoints en Alaska. Ainsi, dans le contexte de la crise ukrainienne, les principaux pays d'Eurasie et du Sud évitent de participer aux institutions arctiques, excluant la Russie, et renforcent donc leur propre coopération avec la Russie dans la région, tout en maintenant la coopération avec l'Occident. Alors, ma question, la transformation en cours de l'ordre mondial est-elle irréversible euh, telle qu'elle se conduit aujourd'hui? Et puis, les institutions internationales évoluent-elles ou s'effondrent-elles et le rôle et l'importance des pays de l'Eurasie et du Sud s'accroîtront-ils dans cette région de l'Arctique? Donc, en gros, quel pourrait être l'impact de ces transformations mondiales sur la coopération, qu'il soit des pays arctiques ou non, dans cette région? Et on a, ces dernières années, donc, on montré que l'Arctique ne fait pas exception à la règle, car il est lui-même aussi soumis au bouleversement du système des relations internationales. Et à ce titre, est-ce que le système arctique qui existait avant 2022 a-t-il disparu à jamais ou peut-il renaître de ses cendres comme un phénix? Alors là, c'est vraiment le cœur de ce qui est en train de se passer en ce moment. En réalité, au cours des dernières années, ce qu'on peut observer, ce qu'on peut constater, c'était une habitude très hégémonique des Américains de se considérer comme les gendarmes du monde. Et ça, c'est totalement lié au 11 septembre. C'est-à-dire qu'après le 11 septembre, les États-Unis considèrent qu'ils ont un exceptionnalisme total sur tout ce qui se passe dans le monde dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, etc. C'est-à-dire qu'ils vont même avoir le droit de sanctionner des banques totalement indépendantes des États-Unis, mais sous prétexte qu'elles utilisent le dollar. Mais toutes les banques du monde sont obligées d'utiliser le dollar. On voit bien, même pour la Russie, ça n'a pas été simple de quitter le système SWIFT et le système dollar pour faire face aux sanctions. Et donc, euh, l'hégémonie américaine était devenue totale et elle était totale également au sein des grandes organisations internationales. Donc au sein de l'ONU, bah, pratiquement toutes les décisions, elles étaient faites par les États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'y avait même plus de véritable débat. On l'a bien vu sur toutes les questions de Gaza. C'était non, nous, bah, c'est notre allié, peu importe les preuves, peu importe les éléments mis sur la table, on va toujours voter dans le même sens. Et ça a été pareil avec les pressions sur la Cour internationale de justice ou la CPI. Mais c'était vrai aussi pour l'OMS. C'est-à-dire les États-Unis étaient dominants et non seulement ils étaient dominants directement, mais indirectement, ils étaient dominants avec des gens comme Bill Gates. Donc les institutions en elles-mêmes sont bonnes, mais les gens et la manière avec laquelle elles sont utilisées sont mauvaises. Et donc les Chinois et les Russes sont arrivés exactement aux mêmes conclusions par rapport aux institutions internationales. C'est-à-dire que tant qu'ils peuvent rester à l'intérieur et essayer d'influencer diplomatiquement, intellectuellement, les gens qui sont et qui travaillent un peu comme un jardinier qui sèmerait des graines, ils ont essayé d'y être. Et c'est pour ça qu'ils ont été exclus. C'est parce qu'en fait, ils y étaient, ils réussissaient à avoir un petit peu d'influence à l'intérieur de ces organisations, un peu d'écho médiatique. Donc, avec les BRICS, ils essayent de trouver
pas de nouvelles solutions, parce qu'en fait, les BRICS, ils ont un équivalent d'organismes coopératifs comme peut l'avoir l'Union européenne ou comme peuvent l'avoir toutes les organisations économiques. Ils ont des systèmes financiers, mais qui, à la fin, sont un peu comme a pu l'être le SWIFT, en fait, puisque l'idée, c'est de fluidifier les échanges commerciaux, mais c'est de trouver des mécanismes pour éviter que ça ne soit perverti par la politique ou par des personnes nuisibles. Et souvent, d'ailleurs, alors c'est un parallèle qui est vraiment important. Quand je parle de la Russie et je dis, mais non, la Russie, c'est pas une dictature, les gens immédiatement disent, mais si, regarde, Poutine, il est au pouvoir depuis 20 ans. Sauf que les gens ignorent complètement le système de partage du pouvoir en Russie. Ils connaissent pas du tout l'impact de la Douma, l'impact d'énormément de comités, tout ce qui est oblats avec les maires ou les patrons de région ou les patrons de pays. Les On avait vu gouverneurs. et les gouverneurs, par exemple, quand il y avait eu le sommet des BRICS à Kazan, bah, la personne qui a accueilli, c'était le gouverneur de la région, qui est un espèce de président de cette partie de la Russie et qui a du pouvoir chez lui, beaucoup plus qu'on imagine. Mais en réalité, ça, les personnes l'ignorent. Donc, le système international, en soi, il est bon. L'ONU, ça aurait dû être pas du tout un machin comme le critiquait De Gaulle, mais si ça avait vraiment joué son rôle, ça aurait pu permettre d'avoir un impact sur les relations internationales. Mais c'est pas le Mhm, cas. On voit bien, ils sont complètement impuissants face aux exactions d'Israël, mais pas juste récemment, depuis quasiment 70 ans. Ils sont impuissants face aux exactions du dollar américain. Il faut quand même réaliser que les États-Unis, quand ils impriment 40 000 milliards de dollars pendant la période du Covid, d'une certaine manière, ils font financer au reste du monde, qui est obligé d'utiliser le dollar, bah, toutes leurs bêtises et leur capacité à... J'ai une moto qui passe pas très loin, qui fait beaucoup de bruit, donc j'attends quelques secondes. Donc, et donc, les Américains, grâce à ces systèmes, s'offrent le monde euh, avec de l'argent Monopoly. mhm, Mais il n'y a aucune institution qui permet de contrôler ça. Et quand les Chinois, récemment, face à la guerre commerciale américaine sur les tarifs, etc., disent, nous, assez, c'est assez, on va arrêter d'acheter des bons du Trésor américain, on va demander à nos banques d'arrêter d'acheter du dollar, et donc, quelque part, en fait, ils menacent le dollar, et dans la même journée, Lavrov dit, nous, les Russes, on est prêts à mettre à disposition des pays des BRICS et à tous les autres pays qui le souhaitent notre système, le système interbancaire qui a été développé par la Russie et qui est déjà utilisé avec l'Iran bah, pour fluidifier les relations. Alors là, tout de suite, ça stresse les Américains. Et que font les Américains? C'est qu'ils disent, ah bah finalement, on arrête les tarifs avec le monde entier, sauf avec la Chine. Et donc, ils disent aux gens, bah, maintenant, vous choisissez votre camp. Soit vous êtes avec les Américains, soit vous êtes avec les Chinois. Si mhm. vous êtes avec les Américains, bah, c'est comme le parrain, vous venez nous baiser la main et puis vous restez dans notre système SWIFT, dans notre système dollar. Et si vous êtes avec les Chinois, vous êtes contre nous et attendez-vous aux pires sanctions, aux pires représailles, aux pires... et on en est là, en fait. On est véritablement à un carrefour, une course de vitesse où, au lieu de coopérer, bah, Trump est dans une logique de cow-boy parce qu'il ne réalise pas que son pays ne peut plus tout imposer parce que les BRICS se sont développés, parce que même des pays comme le Brésil ou l'Inde, dont on ne comprend pas toujours la politique, comme vous l'avez très bien expliqué, ils sont très ambigus en fait. Mhm. Ils ont envie de continuer à profiter des avantages de l'Occident, mais ils aimeraient profiter de la possibilité d'être libérés d'une forme d'esclavage vis-à-vis de l'Occident grâce au travail des Russes et des Chinois principalement, mais sans dire de façon très ouverte à quel point ils sont sensibles à l'importance de ce travail. Et donc on a
la Chine et la Russie qui souffrent, la Russie militairement, parce qu'elle est attaquée, entre guillemets, par tout l'OTAN et la Chine maintenant, qui est, euh, qui est véritablement attaquée par les États-Unis en termes de tarifs, de tout type de sanctions, dans des proportions qui sont grotesques, tellement c'est énorme, Mhm. mais, euh, mais qui réussissent à intimider pratiquement tous les autres pays du monde. Puisque là, par exemple, aujourd'hui, on a Mélanie qui est là-bas pour essayer de négocier. Et d'après ce que les Américains disent, ils ont 75 pays qui sont en train de venir avec leur meilleure offre pour satisfaire les desiderata américains. Sachant que ce que Trump oublie de dire, c'est qu'il augmente les tarifs uniquement sur les biens, mais sur les services où les Américains ont une balance commerciale extrêmement favorable, alors ça, il n'en parle pas. Ouais, ouais. Or, il y a quasiment une hégémonie américaine sur les services, que ce soit les grands cabinets de conseil internationaux, les grands cabinets d'avocats internationaux, le monde de la finance, les fonds d'investissement, etc., etc. C'est-à-dire que Trump ne parle pas du fait que BlackRock contrôle quasiment les marchés BlackRock et Vanguard, les marchés boursiers de la terre entière. Ce qui veut dire les médias indirectement, puisque ces médias vivent de publicité et que les annonceurs sont contrôlés par BlackRock, donc par les Américains. Donc c'est toujours pareil, en fait, c'est un prisme déformant et les gens ne comprennent pas ça. Donc il y a par exemple un Nobel de Singapour qui essaie d'expliquer ça en disant nous, on a une balance des biens déjà qui est très défavorable avec les États-Unis, et dans le domaine des services, c'est infiniment défavorable, et pourtant les Américains nous imposent des tarifs. Et c'est là où on voit à quel point Trump est mal conseillé, parce qu'il se tire dans les pieds, bientôt il va se tirer dans les jambes. Il fait exactement la même erreur que Mhm. les Européens ont fait en suivant la politique folle de Macron contre la Et Russie. alors, donc, l'impact de tout ça sur justement la coopération dans l'Arctique. Et avant donc de vous donner la parole, j'aimerais quand même essayer parce que vous l'avez quand même un peu abordé, le rôle des pays de l'Eurasie et du Sud dans l'Arctique. euh, Selon beaucoup d'experts, continuera probablement de croître, comme c'est le cas depuis 2022, en partie donc facilité par la désintégration du club arctique. Et dans cette mesure, la Russie a bénéficié dans cette région de l'ancien ordre mondial qui lui conférait un statut particulier de puissance. Et la Russie pourrait désormais être confrontée à des défis posés par de nouveaux acteurs qui, en choisissant de meilleures stratégies, ne s'alignent pas justement nécessairement sur la Russie. Et par exemple, et c'est ce que vous avez abordé. Le géopolitologue indien Nima Khorrami soutient, je cite, au lieu de s'aligner sur la Russie, l'Inde devrait envisager de forger une approche avec d'autres États non régionaux partageant les mêmes idées telles que le Japon et la Corée du Sud. Le trio, donc ces trois pays, devraient ensuite plaider au Conseil de l'Arctique pour une participation accrue des observateurs afin de corriger les disparités actuelles et de promouvoir un Conseil plus inclusif et équitable, favorisant une perspective arctique équilibrée. Il ajoute, à cette fin, l'objectif sous-jacent doit être de convaincre les États nordiques ainsi que les États-Unis et le Canada d'ouvrir plus rapidement leur région arctique aux activités commerciales, offrant ainsi une véritable alternative à l'Arctique russe. Ça, c'est un expert indien. Ce n'est pas la politique officielle de l'Inde, mais ça explique un peu la vision de ce que pourrait être la vision de ce pays. Alors, ma question, la Russie pourrait-elle également réorganiser la région afin de mieux refléter ses intérêts et son importance régionale, notamment par la coopération avec d'autres pays qui ne font pas partie de l'Arctique, même si elle ne devrait pas rejeter la coopération avec les puissances occidentales, si, bien sûr, elle le désire. Ben, c'est vraiment, là, on est sur un sujet de stratégie pour la Russie. C'est-à-dire que l'Arctique russe, euh, c'est deux choses. Donc, c'est des ressources minières, comme on l'a déjà répété, mais c'est surtout une route commerciale. Et on voit qu'en ce moment, les Américains essaient de contrôler toutes les routes commerciales.
Panama, Suez, avec les détroits turcs, la route par le Groenland, etc. Et donc, hein, pour la Russie, il dispose d'une route qui est formidable, hein, puisque on avait vu le canal de Suez, la vitesse avec laquelle il avait pu être bloqué par un simple porte-conteneur qui avait échoué sur le canal. Ou alors on voit aujourd'hui avec le Yémen qui pousse beaucoup de bateaux à contourner en fait par l'Afrique du Sud tout le trafic qui aurait pu passer par là, mais qui est lié directement ou indirectement à Israël et aux États-Unis. Et donc, pour la Russie, est-ce que des pays industriels forts que sont l'Inde, que sont la Corée du Sud, mais également le Japon, ne pourraient pas utiliser cette voie maritime commerciale qui est également très intéressante pour eux? Parce que si tu prends une carte du globe et que tu regardes les voies maritimes, donc c'est ce qui s'appelle la route de la soie glaciale, c'est le nom qui a été donné. Et ben, cette route de la soie glaciale, hein, tu as une route de la soie qui passe par l'Europe, mais qui est un peu bloquée avec l'Ukraine, avec toute la situation instable, Syrie, tout ça. Mais cette route de la soie glaciale, elle est sous le contrôle des Russes et elle pourrait être considérablement développée. Donc là, il y a une vraie opportunité pour les Russes de développer ça et je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, où ce bateau qui avait été détruit et qui était un bateau qui était indispensable pour les brise-glaces russes, pour les réparer, pour faire tout ce qui... parce que dedans, en fait, il y avait des grues très spéciales pour ce travail. Et donc, on voit que pour l'instant, les Russes sont en train de mettre en œuvre une flotte qui est capable de fiabiliser cette route commerciale à longueur d'année. Est-ce qu'ils le veulent? Est-ce que c'est très intéressant ou pas pour les Russes? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça inquiète beaucoup de pays et ça en intéresse d'autres parce que ça change la relation de pouvoir. Celui qui contrôle les routes commerciales contrôle énormément de choses. Et comme les Russes ont montré une immense fiabilité, ils ont montré que même en période d'opération spéciale contre l'Ukraine, ils ont continué à livrer du gaz et du pétrole à l'Ukraine. Ils ont continué à payer le droit de passage de leur gaz en Ukraine. Donc, s'il y a un pays au monde qui, au cours des dernières années, a montré qu'il était très fiable, c'était la Russie. Et donc, pour tous les acteurs économiques, se dire qu'ils vont, entre guillemets, profiter de nouvelles voies commerciales contrôlées par les Russes, c'est très rassurant parce que c'est contrôlé par un accord, par un pays qui respecte ces accords. Donc, quand l'Inde, le Japon et la Corée du Sud disent, bah, nous, ça nous intéresse, euh, je pense pas que c'est par rapport à l'exploitation, encore une fois, minière ou gazière, parce qu'ils savent qu'ils auront très peu de marge de manœuvre. Je pense vraiment que c'est pour trouver des alternatives à leur route commerciale. Et là, la Russie a toutes les cartes en main. D'accord. Alors, par rapport à tout ce que nous avons développé, alors, comment vous situez la rhétorique ou les déclarations de Trump quant à son idée d'annexer le Canada, ou de prendre le Groenland et, dans le giron des États-Unis de façon directe. Et Mais comment vous Trump, voyez cette situation dans la coopération en Arctique? en fait, Trump, il y a quelque chose qui fonctionne pas. En fait, il a écrit un livre qui s'appelle The Art of the Deal, mais l'art du deal, c'était quelque chose qui concerne des relations commerciales entre des chefs d'entreprise. Mais tout ce que fait aujourd'hui Trump, ce ne sont pas des relations commerciales entre deux chefs d'entreprise ou entre deux chefs d'État ou autres. C'est des relations qui dépassent complètement ce cadre-là. Et il aurait dû comprendre, après l'épisode avec Zelensky, vous savez, où Zelensky va là-bas, il est censé signer un accord sur les terres rares, etc.
Et puis finalement, quelque part, il part en claquant la porte, mais il continue à être interrogé par les télés. Et puis il explique qu'en fait, il est maltraité, que Trump n'a pas compris la souffrance du peuple ukrainien, etc., etc. Et donc Trump se rend pas compte qu'en fait, il est dans une partie très compliquée à 5 dimensions. Et lui-même essaie de jouer à 5 dimensions, mais en pensant que les autres sont un peu fragiles et idiots. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Et invariablement, il va se faire avoir. Ça fait des semaines que Zelensky ou d'autres lui font miroiter un accord sur les terres rares ukrainiennes, accord qui n'aura pas lieu, puisque pour l'instant, en fait, tout ça est sous le contrôle russe. Et encore une fois, la Russie n'a aucun intérêt à faire la moindre confiance possible avec les Américains, qui ne font aucun pas dans la direction de la Russie. Donc, pour l'instant, il y a des discussions avec un envoyé spécial russe pour essayer de calmer les choses en Ukraine. Mais en parallèle, les Américains ne réussissent pas à empêcher les Allemands de vouloir envoyer des missiles Taurus. Donc, on voit que euh, à chaque fois qu'on fait un pas en avant vers la paix, et c'est tout à fait louable de la part de Trump, les ennemis de la paix font 5 pas en arrière. Et ça, ils ne le mesurent pas bien parce qu'il est extraordinairement mal entouré. On évoquait tout à l'heure ensemble en aparté quelqu'un comme Marco Rubio, mais ce sont des gens qui travaillent avec Trump, qui ont réussi à le convaincre qu'ils allaient jouer avec le jeu avec lui, mais qui font exactement ce qu'avait fait l'administration précédente de Trump, c'est-à-dire qu'eux ont des convictions anti-russes et anti-chinoises qui sont bien plus fortes que leur loyauté envers Trump. Donc, si Trump, son négociateur, Witkoff, est honnête et qu'il a vraiment envie d'aboutir à la paix, derrière, ce sera l'inverse qui se passera. Je vais juste donner un exemple personnel. Dans ma carrière, j'ai travaillé dans des grands groupes et j'étais, entre guillemets, un bon négociateur. Mais j'étais un négociateur sincère. Et donc, les gens qui étaient en face de moi me croyaient. Et on réussissait à aboutir à une négociation. Sauf que quand on est dans un grand groupe, une fois que moi, j'avais fait ma part du travail et qu'un contrat avait été signé dans ce qu'on appelle les material terms, c'est-à-dire les termes importants, bah moi, je partais pour faire autre chose et arriver des équipes de gestionnaires, d'avocats, enfin de juristes, etc., pour finaliser le contrat. Et ces gens-là, en fait, détruisaient tout le bon esprit qui avait animé la première phase des négociations et mettaient le couteau sous la gorge du pays ou des entreprises avec qui on discutait, qui n'avaient plus d'alternative, en fait. Elles ne pouvaient plus faire machine arrière et trouver un nouveau prestataire ou un nouvel acteur parce qu'ils avaient une urgence, par exemple une Coupe du Monde de foot ou quelque chose. Et ils étaient contraints et c'était abominable en fait. Et le jour où j'ai compris qu'en fait l'Occident travaille comme ça avec ses partenaires, j'ai quitté ces groupes-là parce que c'était pas possible. Et là, Witkoff ou Trump, en fait, ils ont l'envie de négocier honnêtement, mais derrière eux, il y a des gens qui feront exactement l'inverse de ce qui a été promis, de ce qui a été dit, mais, euh, mais extrêmement sournoisement, de façon diabolique, parfois de façon imperceptible, hein. C'est juste des lignes ou des virgules, hein. En France, on le sait très bien, puisque la loi de programmation militaire qui a été votée en juillet 2023, juste après les retraites et la crise des banlieues, eh bien, en quelques mots, a complètement changé l'impact de cette loi de programmation militaire, hein, pour la période 2024-2027 et pour quasiment donner les pleins pouvoirs, hein. C'est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française. Donc je me suis un peu égaré, mais c'est juste pour expliquer que dans des pays qui sont extrêmement grands, qui ont des milliers d'acteurs très puissants et très impliqués, bah, parfois le chef d'État ou le négociateur, il est très sincère, mais derrière, en fait, les gens qui vont intervenir pour finaliser les choses sont et je réutilise le mot, sont des vampires, ce sont des gens qui vont agir à l'inverse de ce qu'était l'esprit des, euh, des discussions. Et alors, dans ce cas-là, comment vous voyez les discussions entre les Russes et les Américains? Est-ce que cette idée-là de discuter, enfin, qui inclut justement les discussions sur l'Arctique, et dans ce cas-là aussi, l'évolution du conflit en Ukraine,
ces menaces contre l'Iran, ce qui se passe au Yémen avec les Houthis. Comment Mais vous voyez c'est, l'évolution de la chose? Est-ce que, est-ce que c'est une, disons, un peu une naissance par la césarienne ou c'est carrément l'inverse qui risque de se dérouler devant nous? j'ai l'impression que c'est vraiment une bonne image que tu donnes. Aujourd'hui, dans certains pays occidentaux, l'avortement, il est possible quasiment jusqu'à la naissance naturelle, jusqu'au terme. Et maintenant, en France, il va y avoir une loi sur la légalisation de l'euthanasie. Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement dans cet esprit-là, malheureusement, que se passent beaucoup de choses. C'est-à-dire que, à part dans des pays comme la Chine, où Xi Jinping a réussi à faire un énorme nettoyage, se débarrasser de beaucoup de mondialistes, beaucoup de personnes corrompues, etc. Exactement la même chose a été fait en Russie, mais c'est encore imparfait, hein. Il y a toujours des gens qui sont achetables, des Mhm. gens qui sont corrompus, des gens qui sont compromis pour différentes raisons, hein. On sait que il y a des agents du Mossad, de la CIA ou d'autres qui sont insérés dans tous ces pays-là et Et qui réussissent à mettre. c'est Sergei Lavrov il l'a même dit, il y a quelques jours, il a fait justement, il a pointé cette caste-là en disant qu'il y a des gens, ils n'attendent que la levée des sanctions pour reprendre leur travail de sabotage de l'économie russe. Exactement, exactement. Donc c'est terrible. Et ça, ces gens, alors c'est des termes quasiment interdits, mais ils jouent sur la pédophilie. Il y a des trucs de trafic d'organes, de drogue, de prostitution de mineurs. Enfin, on n'imagine pas en fait tout ce qui est mis en œuvre entre guillemets pour contrôler des gens puissants et les faire agir contre l'intérêt de leur pays et leur propre intérêt. Et je ne parle pas de personnes comme vous ou moi qui sommes des journalistes citoyens et notre propre intérêt, c'est de débattre de la vérité, de débattre de toutes les questions. On n'est pas à acheter, à compromettre des gens, on est juste à essayer d'élever l'esprit des gens. Et donc, par rapport à l'Atlantique, à l'Arctique, mais l'Atlantique Nord, l'Arctique, enfin, tout ça, c'est lié. Euh, il y a aussi un vrai enjeu qu'on n'a pas du tout évoqué, qui est tout ce qui s'appelle un peu euh, officiellement, officieusement, de façon mensongère, exagérée ou pas, le réchauffement climatique. Mais Mhm. aussi, tout ça peut avoir des impacts à un moment sur le Gulf Stream. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut manipuler ces choses-là avec la plus grande puissance, parce que la Terre, avec la plus grande sagesse, c'est pour ça que les Russes veulent être impliqués dans toutes ces réunions-là, pour éviter que, comme ça a été fait avec la science, hein, avec les injections et autres, on continue à jouer les savants fous dans toutes les directions. Les Chinois et les Russes savent très bien que le Covid, c'était une arme des Américains contre eux, mais d'une façon générale contre le monde entier. Et peut-être pas une arme que des Américains, ça a impliqué les Français, ça a impliqué les Allemands, ça a impliqué les Israéliens. Donc on voit que c'était quelque chose de coordonné entre un certain nombre d'acteurs pour faire croire que c'était d'autres qui étaient responsables. Eh bien, dans l'Atlantique Nord, c'est pareil, hein. C'est quelque chose sur le climat qui peut avoir des conséquences terribles. On sait que les Américains ont des installations HARP pour essayer de jouer sur le climat. On sait qu'il y a l'ingénierie climatique, hein. On parle beaucoup de tout ce qui est mis dans le ciel. Ben, la région arctique est essentielle pour le fonctionnement de la Terre. J'évoquais le Gulf Stream. Et c'est important d'avoir en tête que les gens qui agissent là-bas peuvent, c'est le fameux effet papillon, hein, à force de toucher à des équilibres, on peut à un moment les déstabiliser complètement et ça peut avoir un impact sur la vie globale sur Terre. Donc c'est pour ça qu'il En faut commençant par absolument. les autochtones. En commençant Exactement, par les autochtones, les pauvres autochtones qui... exactement. Mhm. Qui sont, on voit.
on a fait une émission ensemble sur la Nouvelle-Calédonie. Euh, En fait, les voix des autochtones ne sont plus du tout respectées nulle part pour la politique et pour l'économie. C'est-à-dire on ne respecte plus personne, en fait. On ne respecte que l'argent et le pouvoir. D'accord. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Bertrand Scholler, je vous remercie encore une fois pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.